Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes, particulièrement dans ce bulletin astronomique pour la période du 1er au 9 février 2026, la troisième phase de la première, pardon, lune d'hiver nord été sud. Donc je suis ravi de vous retrouver pour ce petit direct auquel vous n'êtes pas, donc que vous regarderez en différé, mais le cœur y est. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Alors c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et nous, on va commencer tout de suite. Donc, nous allons nous préparer. Ah oui, voilà, je ne m'étais pas présenté, j'oublie toujours quelque chose. Donc, Claire Henrion, je suis chroniqueuse astronomie et je vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Dans une deuxième vidéo, car je suis également astrologue, je fais des commentaires astrologiques, parfois avec mon collègue Christophe, et puis vous autres, si vous voulez bien, vous joindre à nous. Dans les deux cas, vous pouvez vous inscrire pour participer au direct, et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous accueillir. Donc, semaine du 1er au 9 février 2026, soit troisième phase de la première lune d'hiver nord été sud, c'est donc de la pleine lune au dernier quartier pleine lune le dimanche 1er février à 23h08 jusqu'au dernier quartier le lundi 9 février à 14h, 13h42. Donc la lune est gibbeuse décroissante. On va d'abord parler de cette pleine lune des neiges, une sacrée pleine lune, donc qui sera dans la nuit du 1er au 2 février. Puis la lune va se lever ensuite de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher dans la matinée. Donc vous pourrez la voir éventuellement aussi dans le jour, le matin. Quand vous voyez la lune dans le jour, le matin, c'est qu'elle est décroissante. Si vous la voyez dans le jour, l'après-midi, c'est qu'elle est croissante. Ça, c'est une certitude et où que vous soyez sur Terre. Ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de D, de P en haut, en bas, machin. Non, c'est matin décroissante, soir croissante. Au moins, on s'y perd pas. Donc, on va résumer d'abord. Je vais partager avec vous l'affiche que vous trouverez, que vous pourrez télécharger vous-même en allant dans l'article dont le lien est dans la description de cette vidéo. Alors là, cette fois-ci, j'ai mis un... Ah oui, je suis sur Stellarium, là, excusez-moi. Donc, je vais d'abord sur la fiche et on ira ensuite, bien sûr, sur Stellarium pour voir pour de vrai. Mais là, on fait un premier petit tour des événements. Donc, pour cette troisième phase de la première lune, d'hiver nord, été sud. Et donc, on commence avec la lune. Tous les faits de la lune, les faits FITS. Quand je dis l'almanach, au fait, les amis, quand je dis l'almanach des faits célestes, je l'écris FAITS, car en comprenant, en connaissant les faits, on active les faits F et ES. Il y a toujours plusieurs sens dans un mot. Mais les faits d'abord. Ici, c'est rocastre, et on se confronte aux faits bruts, au roc. Donc c'est parti. Alors, pleine lune, dimanche 1er février à 23h08, elle est dans le 14e degré du Lion, la lune, le soleil étant à l'opposé dans celui du Verseau, 14e degré donc. La lune est devant la constellation du Cancer, le soleil celle du Capricorne. Alors, en ce jour de pleine lune, elle a commencé par entrer dans le signe du Lion, donc dimanche 1er à 1h08, puis être conjointe à l'amas de la Crèche à 14h07, l'amas de la Crèche dans la constellation du Cancer, qui marque aujourd'hui le 8e degré du signe du Lion. Donc, pleine lune à 23h08, elle entre dans le signe de la Vierge mardi 3 février à 4h21 et dans la foulée, à 4h42, elle est conjointe à Régulus, l'étoile alpha du Lion, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Ensuite, elle est à son nœud descendant, mardi 3
à 20h19 et donc passe en latitude écliptique sud. Le nœud descendant est actuellement dans le 10e degré du signe de la Vierge, donc ascendant 10e Poisson, et cet axe des nœuds est rétrograde. Alors, ensuite, la Lune passe également en déclinaison sud, jeudi 5 à 3h49. Donc là, elle passe en déclinaison sud, elle est dans le plan équatorial. Plan écliptique, c'est les nœuds, elle passe à son nœud, c'est qu'elle passe en latitude sud, latitude écliptique sud, équatoriale. Dans le plan équatorial, c'est la déclinaison, c'est par rapport au plan de l'équateur prolongé dans l'espace. Elle passe en déclinaison sud. Donc elle va culminer au zénith quelque part dans l'hémisphère sud. Et pour nous, ça veut dire qu'elle va culminer de plus en plus bas dans le ciel, hein. Elle est descendante. Descendante, ça veut dire en décliné. Ça veut dire qu'elle descend en déclinaison. Et montante, ça veut dire qu'elle monte en déclinaison. Et il ne faut pas confondre descendante et montante avec croissante et décroissante. Là, nous sommes en lune décroissante. Entre la pleine lune et la nouvelle lune, la lune est décroissante. Et là, il se trouve qu'elle est également descendante cette semaine et jusqu'à la fin de la semaine, de la période, si vous voulez. Elle entre ensuite dans le signe de la Balance, évidemment, c'est toujours à peu près au moment où elle passe en déclinaison sud. Elle entre aussi dans le signe de la Balance, qui est le plan de l'équateur, à 0 degré Balance, donc le jeudi 5 à 10h32. Hop, on retrouve la Lune samedi 7 à 8h36, conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, qui marque de nos jours en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance, donc Spica Alpha de la Vierge, et c'est samedi 7 à 8h36, donc un petit spectacle dans le ciel, samedi 7 au matin, enfin en fin de nuit, et de même que mardi 3, n'est-ce pas, fin de nuit, donc la Lune avec Régulus du Lion. Donc samedi 7 ensuite, puisqu'elle était dans le 25e degré du signe de la Balance, elle entre dans le signe du Scorpion à 20h13. Et nous arrivons au dernier quartier, lundi 9 février à 13h42. Elle est alors dans le 21e degré du signe du Scorpion, le Soleil toujours en Verseau. Elle est devant la constellation de la Balance, le Soleil toujours celle du Capricorne. Et comme elle continue à descendre en déclinaison, eh bien, elle sort des limites zodiacales sud, lundi 9 à 18h28, et mardi ou mercredi 10 ou 11, elle atteindra sa déclinaison la plus basse, sa déclinaison sud, ou sa déclinaison minimale, sud maximale ou minimale, comme vous voulez. Donc voilà pour cette semaine, c'est tout. On se retrouvera pour la suite la semaine prochaine. Elle va également être à l'apogée très vite, puisque elle est lente cette semaine, elle ralentit. L'apogée, je crois que c'est ah, ah, euh, le 10. Probablement, lune apogée le 10, oui, 17h54. Voilà, donc on a une lune qui ralentit. Elle est décroissante, descendante et elle ralentit. Bon, il faut dire que au niveau des événements, ça risque, ça va être l'après. Enfin, on sera en plein dedans, quoi. On sera, les cartes ayant été posées avant, mais ça relève plutôt des commentaires astrologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? D'abord, je ferai le bleu en dernier. Le bleu, c'est l'héliocentrique. Qu'est-ce qu'on a dans le plan géocentrique qui se passe? On a Uranus qui est à sa déclinaison minimale lundi 2 février à 12h13, donc le plus bas qui est Uranus atteigne dans un mouvement de vague, hein, en déclinaison autour donc dans le plan de l'équateur. Donc elle est à plus 19,24 de déclinaison et elle monte. Voilà, Uranus monte en déclinaison tant qu'elle est dans le signe euh, du taureau, encore en géocentrique, hein, et elle vient d'entrer dans le signe des Gémeaux en héliocentrique, c'est fait. La semaine dernière ou même celle d'avant. Regardez les précédents bulletins astronomiques, c'était la semaine dernière ou celle d'avant. Oh, je m'en souviens plus tout à fait déjà. Mais en géocentrique, Uranus est encore en taureau jusqu'au mois de mai, me semble-t-il. Et donc, à partir de là, elle va repartir à monter en déclinaison. Il faut dire qu'elle a achevé aussi sa rétrogradation il n'y a pas longtemps, donc c'est normal.
qu'elle change de mouvement, déclinaison également. À part ça, nous avons, ben, du coup, oui, voilà, elle reprend son mouvement direct, Uranus, mercredi 4 à 3h32. Voilà, les deux phénomènes sont un peu liés. On observe un changement du mouvement déclinaison quand la planète devient rétrograde ou quand elle reprend son mouvement direct, comme c'est le cas pour Uranus, qui va être direct jusqu'au 11 septembre prochain. Elle sera alors dans le 5e degré du signe des Gémeaux. Non, ça c'était, que dis-je? 11 septembre 26, 5e Gémeaux, et elle sera rétrograde du 11 septembre au 8 février 2027. Donc, voilà, donc Uranus reprend son mouvement direct dans le ciel. Uranus qui se trouve sous les Pléiades. Donc si vous avez réussi à l'identifier, à la repérer avec des jumelles, se déplaçant lentement sous les étoiles au milieu des étoiles qui sont en dessous des Pléiades, ben, vous pourrez encore continuer quelque temps. Uranus est encore visible, enfin observable dans le ciel, euh, surtout quand il n'y a plus la Lune. Et bon, la Lune va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, donc cette semaine encore possible. Ensuite, nous allons parler de Mercure qui arrive devant la constellation du Verseau jeudi 5 à 11h11 et qui entre dans le signe des Poissons vendredi 6 à 23h48. Donc quand elle arrive devant la constellation du Verseau, elle est dans le 28e degré du signe du Verseau et ensuite elle entre dans le signe le signe des Poissons, hein, et c'est un nom pluriel, les Poissons. Mercure entre donc dans le signe des Poissons vendredi 6 à 23h48, va y rester jusqu'au 15 avril, car elle va être rétrograde du 26 février. Donc elle sera dans le 23e degré du signe des Poissons à ce moment-là, jusqu'au 21 mars, où elle reviendra dans le 9e degré du signe des Poissons. Elle ne changera pas de signe. En revanche, elle va arriver devant les Poissons en constellation, hein, le 19 février, puis, en raison de sa rétrogradation, reviendra devant le Verseau. On va voir son mouvement sur la carte que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà pour... non, il y a aussi Vénus qui arrive devant la constellation du Verseau dimanche 8 février à 8h10 et qui, elle, va y rester jusqu'au 2 mars. Et son mouvement est direct toute cette année pour l'instant. Et il va nous rester à voir ce qui se passe en bleu, c'est-à-dire du point de vue du Soleil en héliocentrique. Nous avons donc Mars qui est conjointe à Pluton dimanche 1er à 21h35, 4e degré du signe du Verseau. Nous avons Vénus qui entre dans le signe des Poissons mardi 3 à 7h25 et qui y reste jusqu'au 22 février. Elle arrivera dans le signe du Bélier. Là, il n'y a pas de rétrogradation en héliocentrique. Nous avons ensuite Mercure qui entre dans le signe du Bélier jeudi 5 à 19h59 et qui y reste jusqu'au 11 février. Et nous avons ensuite Mercure qui est conjointe à Neptune, vendredi 6 à 3h55, et à Saturne le même jour à 11h42. Neptune et Saturne qui ont déjà été conjointes en héliocentrique le 11 février, donc ces deux planètes lentes qui sont en conjonction tous les 35,7 ans. Et donc en héliocentrique, la conjonction est déjà passée. En géocentrique, elle va se produire bientôt, le 20 février, une fois que nos deux lentes seront entrées dans le signe du Bélier. D'ailleurs, Neptune, c'est fait, et Saturne, pas encore, c'est le 14 février. Si je ne m'abuse, c'est cela même. Et voilà, en bleu, on a fini. Donc on a fait le tour des événements de mécanique céleste, tous les petits mouvements de mécanique céleste. Et points remarquables, comme les conjonctions de la Lune avec les planètes et les étoiles qui, elles, sont fixes relativement à notre échelle de temps. Alors, donc, ces planètes, qu'est-ce qu'on peut voir comme planète en ce moment? Eh bien, il y a Vénus qui est dans le ciel du soir maintenant depuis le 6 janvier, mais qui est encore totalement invisible jusqu'à la fin de ce mois. Il y a Mercure qui, à la fin de la période, là, donc vers le 9, 8-9 février, on va aller voir ça, va devenir visible. Elle est encore dans le champ du coronagraphe Lascaux, c'est 3 jusqu'au 2
3 février, mais ensuite elle va gagner rapidement en élongation et devenir visible dans le ciel du soir, donc à l'œil nu, et ce sera la meilleure période de l'année 2026 pour voir Mercure dans le ciel du soir dans l'hémisphère nord. Donc guettez Mercure vers à partir du 9-10 février, après le coucher du soleil. Vous voyez, elle gagne grandement dans l'heure de son coucher au cours de la semaine, 45-50 minutes. Ensuite, nous avons Saturne qui est encore visible, mais qui se couche de plus en plus tôt, 21h40, flanqué de Neptune qui la suit et se couche en moyenne à 21h50. C'est la moyenne de la semaine pour chez moi. Et donc, avec 10 minutes de décalage, Neptune, bien sûr, faut un télescope pour l'observer. Et là, ça y est, ça commence à être difficile, hein, parce qu'il faut quand même, pour l'observer, qu'elle soit un peu haute dans le ciel. Donc, elle est trop déjà sur le couchant. Et par contre, Uranus est encore bien observable puisqu'elle culmine vers 19h30, soit au début de la nuit. Et donc en première moitié de nuit, en plus la Lune va déserter le ciel du début de nuit. Donc observer Uranus, c'est le moment. Et puis Jupiter flamboyant, n'est-ce pas, qui culmine aux alentours de 23 heures et se couche à 6h40. Donc on a encore une très grande partie de la nuit pour observer Jupiter et tous ces phénomènes, n'est-ce pas, que je vous recense ici, phénomènes observables en France métropolitaine. Voilà, pendant cette période. Et puis, dans le ciel du matin, il y a Mars qui se lève très peu de temps encore avant le Soleil, et donc il n'est pas du tout visible. Il faudra attendre la fin du mois de mai. Voilà, la petite planète Laetitia est opposée au Soleil le 27 janvier. 39 Laetitia. Pas beaucoup d'étoiles filantes en ce moment. Il y a pour l'hémisphère sud, oui, avec le gros amas des alpha, enfin le gros essaim, pardon, des alpha centaurides, mais c'est la constellation du Centaure. Donc, si on est un peu au sud de la France ou de l'Europe, on peut en voir passer euh, à l'horizon sud peut-être, mais sinon on a presque plus. Et les léominorides de décembre qu'on a depuis le 4 décembre s'achèvent le 3 février, donc peu d'étoiles filantes. A priori, alors si vous en voyez, c'est exceptionnel, faut le dire. N'oubliez pas de le signaler. C'est toujours intéressant parce que pareil, les essaims d'étoiles filantes, c'est variable et on en découvre des nouveaux de temps en temps. Suite à des nouvelles comètes, ça peut arriver. Alors, mais encore, eh bien, je vous ai dit que Mercure sortait du champ du coronographe, Lascaux C3, donc le coronographe, ce dispositif embarqué en orbite qui masque le Soleil et donc qui permet d'observer l'environnement proche du Soleil. Donc, Mercure, qui était depuis le 8 janvier, en sort le 2 février et va donc devenir visible à la fin de la période. Et puis il y a encore Vénus et Mars qui sont dedans, Vénus jusqu'au 10 février et Mars jusqu'au 14, donc bonne raison pour lesquelles on les voit pas dans le ciel. Levée acronique de Sirius, le 2 février pour la latitude 45 nord, donc d'autant plus après si vous êtes plus au nord ou d'autant plus avant si vous êtes au sud. Levée acronique, ça veut dire que l'étoile se lève quand le soleil se couche. On va regarder ça avec Stellarium. Bon, lumière zodiacale, si vous avez un ciel absolument parfait, et si vous avez un ciel plus que parfait, le Gegenschein, qui est c'est la réflexion des poussières situées dans le plan de l'écliptique. Donc ça, c'est la lumière zodiacale, et le Gegenschein, c'est le reflet de ces poussières encore. Le reflet de cette lumière. Vous retrouverez l'explication dans l'article, dont le lien est en bas de cette vidéo. Et les Parisiens, eh bien, allez vous planter à la Porte Maillot le 7 février, les jours autour du 6 au 8 à peu près, ou jusqu'au 9. Et là, vous aurez l'opportunité de voir le soleil passer dans l'arche de l'Arc de Triomphe, depuis la Porte Maillot, donc juste après son lever. Les levées de soleil dans l'arche, c'est depuis la Porte Maillot, et les couchers de soleil dans l'arche, c'est depuis le rond-point des Champs-Élysées. Voilà, nous allons maintenant sauter dans Stellarium. Attention, vous êtes prêts? Et voilà, nous nous retrouvons presque au coucher du soleil le dimanche 1er février. Donc on va vous constater, comme on le fait chaque fois, que le soleil
en ce moment, depuis le solstice de décembre, se couche de plus en plus vers l'ouest, hein. Au solstice de décembre, il se couchait pratiquement au sud-ouest, et puis maintenant, de jour en jour, il va de plus en plus se coucher à l'ouest, où il se couchera le jour de l'équinoxe. Alors c'est le soir de la pleine lune. Alors tournons-nous tout de suite à l'opposé. Donc là nous sommes ouest-sud-ouest. Et bien nord-nord, nord-nord-est, on va trouver la lune. Est-nord-est, pardon. On va trouver la lune qui se lève à 17h31, soit un petit peu avant le coucher du soleil. C'est la pleine lune. Vous voyez, elle a été conjointe à Jupiter il n'y a pas longtemps. Donc on va la laisser monter dans le ciel. Elle est devant la constellation du Cancer, donc on avait l'amas de la Crèche là, à laquelle elle est conjointe donc le 1er février en début de journée. Donc le soir, évidemment, elle a dépassé l'amas de la Crèche. Voilà, elle s'élève dans le ciel. On va la zoomer un peu dessus pour bien voir qu'elle est pleine. Elle va être pleine donc à 23h08, un truc comme ça. 23h08 exactement. Bon, ben ça ira. Et donc à ce moment-là, elle est bien sûr, elle approche de sa culmination. Elle est haute, haute dans le ciel, mais elle est encore qu'au sud-est. Donc elle va continuer à s'élever. Voilà, elle passe au méridien au milieu de la nuit, c'est normal, c'est la pleine lune. Donc elle culmine au milieu de la nuit. Et ensuite, elle va aller se coucher le 2 février au matin, à l'ouest-nord-ouest. Voilà, une fois que le jour, le soleil est déjà levé, donc c'est une grande lune, hein, elle est au-dessus du plan de l'écliptique à Bannon, elle descend, hein. Elle est pratiquement à son nœud descendant, mais pas encore tout à fait. Alors, nous sommes donc le 2 février au matin. Nous allons revenir ensuite dans le ciel du soir. On va même aller, alors on va faire passer la journée, hop. Voilà, le 2 au soir, elle se lève un peu plus tard que la veille, à 18h50, donc le soleil étant couché, elle arrive devant la constellation du Lion. Vous reconnaissez la tête du Lion, là, qui se lève à 19h. Et on va aller du côté ouest, on va aller du côté ouest et on va aller voir à la fin de la période directement pour Mercure, parce que je vous ai dit à partir du 9, alors ce sera le petit spectacle de fin de nuit, de début de nuit, par contre. Voilà, je suis allé trop loin. Voilà, le 8, à partir du 8, voilà, eh bien, donnez-vous une chance, cherchez Mercure, magnitude -1 à peu près, donc assez brillante, évidemment toujours dans les lueurs du crépuscule, devant la constellation du Verseau, à l'ouest-sud-ouest. Donc là, c'est le 8, là, c'est le 9, ça va être de mieux en mieux, hein, sauf qu'il faut attendre un peu plus. Voilà, les jours rallongent, donc le soleil se couche de plus en plus tard, mais néanmoins, Mercure, vous voyez, sera conjointe à la Lune le 18. Joli petit spectacle. Ce sera le premier croissant, à peu près. Peut-être la Lune sera même pas visible. Nous allons entrer d'ailleurs, et ce sera la prochaine nouvelle Lune, les amis, ce sera le début du nouvel an chinois, l'année du cheval de feu. Donc je reviens à notre date actuelle, le 6, le 7, le 8. Donc le 8 au soir, allez. Le 8 au soir, donc tout au cours de la période, tous les soirs, du côté ouest-sud-ouest, un peu plus bas chaque soir, vous avez Saturne. Saturne, toujours devant la constellation des poissons. Ici, vous retrouverez l'étoile d'Ivda de la baleine que vous repérerez assez facilement. Et à côté de Saturne, ben, vous avez Neptune, donc vous attendez un peu qu'il fasse nuit. Vous pouvez encore chercher Neptune avec un instrument, une fois que la Lune n'est pas là, mais le 8 février, elle est plus là, ça c'est sûr. Donc vous pouvez un petit peu chercher encore Neptune avec ses deux petites secondes d'arc. C'est une toute petite bille. Et par contre, vous pouvez encore admirer Saturne, quoi. C'est trop beau, Saturne, au télescope. Méfiez-vous, hein. C'est ce qui vous filera le virus de l'astronomie. Alors, plus haut, au sud-ouest, en début de nuit, nous avons Uranus, par là, ah ben voilà, sous les Pléiades, qui sont ici. Donc, Uranus est en bonne condition d'observation, n'hésitez pas. Voyez, donc Uranus atteint le fond de sa rétrogradation et donc il va repartir dans ce sens-là.
en suivant le plan de l'écliptique. Tchouk, 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 tchouk. Elle s'en écarte très peu comme planète. Elle est très proche du plan de l'écliptique tout le temps. Voilà, donc Uranus. Ici, vous avez Aldébaran du Taureau. Ici, pardon. Voilà, donc là, nous sommes au sud-ouest, sud-sud-ouest. Donc en début de nuit, qu'est-ce qui culmine? Eh bien, en début de nuit, nous avons le grand jet de l'hiver. Cet écran me gêne un peu. Oui. Je le mets où je peux, hein, ou alors tout là-haut, là-haut. Là, voilà. Nous avons le grand jet de l'hiver qui arrive à sa culmination début de nuit, donc qui culmine peut-être vers 8 heures, 8h30, vous voyez. Orion culmine vers 8h30. Et donc, je vous le dessine comme j'aime bien le faire à chaque fois, le grand jet de l'hiver, donc avec les trois mages d'Orion, Alnilam et Mintaka. Ici en dessous, vous avez la grande nébuleuse d'Orion, n'est-ce pas? Qui font la petite barre du jet. Ensuite, on descend et on prend Rigel. C'est comme quand, pour les petits, on faisait des dessins en allant d'un point à un autre. Ben voilà, c'est ce qu'on fait. On descend sur Rigel, donc la bleue d'Orion. Ensuite, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, ben, euh, du grand chien dont je vous ai dit, c'est son lever achronique, c'est-à-dire qu'elle se lève quand le soleil se couche. On va y revenir tout de suite après, que j'ai bouclé le G. Sirius du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher, qui se trouve très haut, très haut, très haut, au zénith, hein. Capella est pratiquement au zénith, donc 8h30 du soir. On redescend sur Aldébaran du Taureau et on ferme son jet sur Bételgeuse d'Orion. Alors, reparlons un peu de Sirius, dont c'est le lever achronique, donc on va aller la voir à son lever. Et le lever, justement, c'est toujours, voilà, donc moi je suis un petit peu au sud, donc c'est un petit peu au sud de 45 degrés de latitude nord, donc c'est un petit peu avant le 2 février que ça se produit exactement, le lever achronique de Sirius. Elle se lève à 17h28 et le soleil se couche là à 18h10. Bon, je reviens sur Sirius. Donc là, c'est déjà passé en fait chez moi. Mais par contre, pour ce qui est, zut, je suis allé trop loin. Pour ce qui est de, je cherche le petit chien, ben, le grand chien. Il faut, attends, Sirius. Donc je la remets à son lever, mais évidemment, on commence à la voir une demi-heure à peu près après son lever. Donc son lever qui se produit toujours au même azimut pour votre latitude. Voilà, un azimut particulier pour chaque latitude, mais toujours le même. Donc pour la mienne, 44-30 nord à peu près, voilà. Sirius se lève pratiquement pile est-sud-est, entre l'est et le sud-est. Toujours mais chaque jour, 4 minutes plus tôt que la veille. Alors Sirius mérite tous les éloges car c'est la plus brillante étoile de tous nos cieux, hémisphère nord comme hémisphère sud. Alors reprenons maintenant ce petit tour du ciel et voyons ce qui culmine en début de nuit. Donc on a dit le grand G de l'hiver. Voilà, et c'est le moment de chercher les étoiles de l'Éridan, le grand fleuve céleste qui relie le nord et le sud et qui se déploie en bas à droite, en dessous de d'Orion, entre Orion et la baleine, dont vous trouvez ici l'autre étoile importante, Menkar, la tête, enfin, ou la queue de la baleine plutôt, dans le sens où ça circule dans le ciel, même si ce côté-là ressemble à une tête. Ensuite, qu'est-ce qui se lève en début de nuit? Ben donc le lion se lève en début de nuit. Et puis au-dessus à gauche du lion, on va se tourner vers le nord-est, s'élève la grande ours. Et au nord, ben voilà, la vue du nord, la petite ours vue vers le nord, la petite ours pendue comme une casserole à son clou, et puis le dragon qui sont au plus bas, la grande ours qui remonte, et puis tout en haut, donc Capella du cocher, pratiquement au zénith. Donc dans les circumpolaires, nous avons la girafe, qui est la moins visible des constellations circumpolaires, et Cassiopée, qui est à l'opposé de la grande ours par rapport à l'étoile polaire, qui, elle,
et la seule étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Côté ouest, en début de nuit, donc on a vu Saturne sur le couchant tout à l'heure. Là, il est 20h30. Voilà, les poissons, Pégase et les poissons se couchent. Donc, vous voyez bien Pégase, le grand carré, et très difficilement les poissons, surtout quand ils sont près de l'horizon. Donc, au-dessus, vous avez le bélier, vous avez le triangle, tout le monde bélier, le taureau qui bascule côté ouest aussi. Et revenons vers le nord. Alors, on voit encore Deneb du cygne qui va aller se coucher un tout petit peu et puis qui ensuite va se relever très vite dans la nuit. Donc, heure après heure, en se tournant vers le nord, les étoiles tournent autour de l'étoile polaire. Donc, là, il est 22h30, 23h30, coucher d'Andromède au nord-ouest. Vous voyez, ça y est, Deneb est passé sous l'horizon. On va guetter qu'elle réapparaisse. 0h30. Il est minuit vrai à 1h05. Voilà, ça c'est au minuit vrai. Donc au minuit vrai, la petite ours et le dragon sont à 3 heures. Ils sont à droite quand on regarde vers le nord et ils s'élèvent. La grande ours arrive en planant en haut du ciel. Et puis, il y a Capella qui est en train de redescendre au nord-ouest. Et puis, on a Cassiopée, voilà, qui descend. Et Persée qui suit Cassiopée dans sa descente. Cassiopée disparaîtra pas sous l'horizon, tandis que Persée va disparaître un peu aussi sous l'horizon. 2 heures, voilà Vega qui se lève, toujours au nord-est, hein. Pour une latitude donnée, les étoiles se lèvent toujours au même azimut, c'est-à-dire à la même direction. Vous pouvez repérer cette direction à partir d'un point, de votre point d'observation, avec un relief, un bâtiment, un arbre, une antenne même malheureusement, ou un clocher, c'est plus heureux. Voilà, avec quelque chose, et ça vous repérerez que l'étoile se lève toujours au même endroit. Ah, mais chaque jour, 4 minutes, plutôt que la veille. Donc là, il est 3 heures du matin. Bon, j'ai voulu oublier de parler de Jupiter. C'est un comble. 4 heures du matin, Jupiter étant déjà sur le couchant. Donc voilà, on reviendra un petit peu en arrière. 5 heures, 6 heures, voilà, au nord, en fin de nuit. Donc dragon, petit ours tout en haut, grand ours a basculé. Voilà, on retrouve en fin de nuit d'hiver le ciel de début de nuit d'été. Et on va maintenant se tourner. On va regarder un peu Jupiter quand même. Donc on va revenir dans le temps, tchoup, tchoup de la nuit, dans les heures de la nuit, on revient en arrière. Voilà, donc dès le début de la nuit, là il est 20h04, vous avez Jupiter qui brille de tous ses feux, donc et qui s'élève, donc puisqu'elle culmine vers 22h45. Donc là, c'est la nuit du 8 au 9, donc Jupiter, c'est splendide à observer. À l'œil nu, on la voit bien. On se dit même, elle brille bien plus fort que les étoiles. Et puis, au télescope, c'est un régal. Tiens, je tombe sur un moment où il y a une petite configuration sympathique de ces satellites. Donc, on a Io qui est juste au limbe. Là, je ne sais pas si elle sort d'une occultation ou si elle sort d'un transit devant Jupiter. On a Europe et Ganymède qui forment une paire serrée et Callisto loin à l'ouest. Donc observez Jupiter et ses satellites si vous pouvez. Même une bonne paire de jumelles placées sur un support rigide, enfin voilà, que vous ne tenez pas à la main, parce que si vous les tenez à la main, ça, vous tremblez, vous ne pouvez rien voir. Même si vous maîtrisez beaucoup même votre respiration, vous aurez trop de peine. Il faut que l'instrument ne bouge pas du tout. Voilà donc pour Jupiter et on va regarder quand même donc en début de nuit. On repasse la nuit, voilà. Du côté de l'Est, on regarde ce qui se lève. 1 heure du matin, Spica de la Vierge, Arcturus du Bouvier, dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. On arrive donc sur Spica. 1 heure du matin, côté Est, hein. 2 heures. Là, nous sommes le 8, le 9 au matin même, donc la Lune se lève, se lève aux alentours de la minuit.
puisque c'est le jour du dernier quartier, 1h47. Elle a pris du retard, elle est en dessous de l'écliptique, donc elle se lève plus tard que le milieu de la nuit. Le 3 heures du matin, donc on voit Vega et Deneb du signe qui sont réapparus. À 3 heures du matin s'élève Ophiuchus, le serpentaire. 4 heures du matin apparaît Antares du scorpion au sud-est. 5 heures apparaît Altaïr de l'aigle, donc notre grand triangle de l'été, donc comme dans le ciel du début de nuit d'été, n'est-ce pas? Donc fin de nuit d'hiver, c'est le même ciel. 6 heures du matin, 7 heures, ça y est, il commence à faire jour, donc on va rester à 6 heures. Et on va... bah, on n'a pas de planète le matin, en fait, plus rien à voir. Ben voilà. Donc voilà pour ce petit tour du ciel de la semaine. On a en planète à observer, on a Saturne et encore un petit peu Neptune en début de nuit avec un instrument, Uranus, encore une bonne première partie de la nuit, et Jupiter qui flamboie pratiquement encore toute la nuit et qui est très haute dès le début de la nuit. Et puis en toute fin de période, donc tenter de commencer à observer Mercure qu'on devrait voir plus facilement la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques images et commenter un petit peu l'actualité, voilà, qui vont nous amener à parler un petit peu de l'actualité, outre les petites infos ou les petites images que vous retrouverez dans l'article. Donc justement, voilà, ça c'est une carte tirée de l'Atlas virtuel de la Lune. Pour chaque période, la Lune a ses librations minimales et maximales en latitude et en longitude. Ça veut dire qu'elle nous présente un peu plus de nord ou de sud, libration en latitude, et qu'elle nous présente un peu plus d'est ou d'ouest, libration en longitude. La libration en latitude est tendue au fait que justement, elle passe au-dessus et en dessous du plan de l'écliptique. Donc on la voit plus d'en dessous, ça c'est quand on est en libration maximale, ou d'au-dessus, ça c'est quand elle est en libration minimale. Et puis aussi un peu plus d'est ou d'ouest, parce qu'il y a des moments où elle accélère, c'est quand elle est entre l'apogée et le périgée. Donc elle va un peu plus vite, tout en continuant à tourner à la même vitesse sur elle-même. Donc elle nous dégage un petit peu de son est, et des moments où elle va moins vite et donc, quand elle est entre le périgée et l'apogée, et là, elle nous dégage un petit peu de son est. Ça doit être ouest au départ et ouest quand elle accélère, et oui, est quand elle décélère. À moins que ce soit le contraire, à vérifier. Il y a des fois des choses. Bref, à ce jour du 3 février, 21 heures, donc la lune se lève encore pas tard dans la nuit, en première moitié de nuit, mais pas longtemps avant qu'elle ne ben voilà, peu de temps après son lever. Donc cette semaine, on observe le coucher de soleil sur la Lune et au deuxième, troisième jour après la pleine Lune, ben, c'est le jour où elle se couche, où le soleil se couche sur la mer des Crises. Et je vous invite à repérer le cratère Langrenus qui se trouve au bas de la mer de la Sérénité, de la Fécondité, bon sang, je dis trop de bêtises. Alors, la mère de la fécondité, ici, la mère de la sérénité, tranquillité, fécondité, et des humeurs. Et mère de la fécondité, elle est en dessous. Mère de la sérénité, mère de la tranquillité, et mère des humeurs, mère de la fécondité. Il y a le cratère Langrenus, donc, que, paf, une belle image face à une vraie photo du cratère Langrenus, au coucher du soleil également, le 11 août, le 8 août dernier, non le 11 août. On voit bien les ombres, voilà la partie qui rentre dans la nuit et la partie qui est encore éclairée par le soleil, avec les ombres produites par le soleil rasant. Alors, une petite carte du parcours de Mercure du 1er janvier au 17 août. Voilà, donc on va voir ça. 1er janvier, elle était devant la constellation du Sagittaire, reconnaissez ici, la théière du Sagittaire. Et puis là, c'est gradué de 2 jours en 2 jours.
Donc 25, voilà, actuellement elle est devant la constellation du Capricorne, elle arrive devant celle du Verseau, voilà. Et puis elle va entrer en rétrogradation du 26 février au 21 mars. Puis ensuite son mouvement sera direct, avril, mai, devant les Poissons, là, là, là. Juin, mai, elle arrive devant le Taureau et elle sera à nouveau rétrograde au mois de juillet, voilà, juillet. Donc ça couvre toute cette période, donc on voit le parcours de Mercure devant les étoiles. Carte obtenue et carte du ciel. Attendez, je sautais trop vite les images. Alors ça, c'est encore une sacrée révolution, les amis. Un moteur à plasma dont on vient d'entendre parler, mis au point par les Russes. Un moteur, évidemment, qui est capable. Alors, il a encore que des tests au sol qui sont faits, mais ça a l'air assez tout à fait plausible. On va voir tout d'un coup dans la course à l'espace qui en ce moment est en train et ressemble à une espèce de course entre le lièvre et la tortue, entre les USA, le lièvre et la tortue, la Chine, qui va arriver le premier sur la Lune et sur Mars. Et puis tout d'un coup, on va voir débouler un truc, un moteur à plasma qui mettrait Mars à 1 mois de voyage au lieu de minimum 6. Il y a la différence. Donc il y a les liens sur l'article qui explique tout cela, bien sûr, dans l'article, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Et encore Mars. Donc, c'est un terrain qui a été découvert par Persévérance, le robot Persévérance, mais la photo est prise en orbite, hein, par une sonde en orbite. Il y en a plusieurs. Et Mars a découvert carrément une plage, quoi. Là, c'est nettement euh, un- une plage avec du sable. Dans le temps, il y avait de l'eau. Bon, il n'y en a plus là. Mais où est passée l'eau de Mars? Et il faut savoir aussi, alors il y a une nouvelle assez affligeante a priori par rapport à ces prélèvements d'échantillons de sol martien qu'a fait Persévérance, ces 11 ou 12 petits flacons bien scellés que Persévérance a a déposé soigneusement aux endroits où il a fait ses prélèvements afin que ces échantillons soient récupérés par la mission qui était prévue, qui s'appelait Mars Sample Return. Et là, la NASA vient de renoncer à cette mission en raison de tout un tas de budgétaires, bien entendu. Il y a des choix à faire. Mais enfin, c'est quand même certes assez affligeant. Mais enfin, histoire à suivre. On sait peut-être pas encore tout. Si c'est pas les Américains qui récupéreront les échantillons, ce sera les Chinois parce que eux aussi ils ont un petit robot là, tiens, qui fait du job sur Mars. Donc, ils perdent pas le nord. Et bon, il y a de fortes chances que un jour ou l'autre, ces échantillons, s'ils ne sont pas détruits, perdus par des événements naturels, puissent être récupérés, on verra. Petite photo de nébuleuse planétaire, la nébuleuse de la boule de cristal qui se trouve dans la constellation du Taureau. Très jolie petite nébuleuse planétaire, donc vestige. Une nébuleuse planétaire, c'est le vestige d'une étoile de taille modeste comme le Soleil, et donc qui, à la fin de sa vie, après avoir fait sa géante rouge, implose, s'effondre sur elle-même et génère ensuite une coquille de gaz et de poussière autour du résidu de l'étoile, qui est une naine blanche au cœur même de cette coquille. Et donc voilà, ça donne de très 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 beaux objets célestes, comme celle-ci, donc la nébuleuse de la boule de cristal, qui apparemment est animée, en fait, encore animée, je dirais, hein, même si on parle d'une étoile morte, d'en fait d'un couple d'étoiles. Ce serait une binaire au centre. Et on finit sur cette image d'Uranus qui est une image composée par l'intelligence artificielle à partir des données d'une James Webb Telescope et qui nous donne évidemment une vision d'Uranus. Voilà, la planète comme on n'en a jamais eu, effectivement. Donc la planète, la muse des astronomes et des astrologues qui peuvent nous réunir. Donc, chers amis, Damned, ai-je bien partagé mes images? Oui.
J'ai cru que j'avais perdu, j'avais oublié de vous partager les images, ça aurait été catastrophique après toutes ces belles images. Dieu merci, non. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine. Atterrissez bien dans ce monde après cette pleine lune des neiges. Et donc, je vous souhaite la meilleure santé. Portez-vous bien et à la semaine prochaine si vous le voulez bien pour le bulletin astronomique.